Le premier, c'est le droit du travail, qui est quelque chose qui est assez nouveau dans l'histoire, parce que le travail au départ, c'est une affaire privée. Les règlements d'intérieur dans les usines, ils sont écrits par les propriétaires. Ils ont, dans certains contextes, parfois force de loi. Donc, c'est-à-dire que le patron est un législateur, en quelque sorte. Le premier pilier, c'est donc le droit du travail. En France, c'est par exemple la régulation du travail des enfants par la loi du 22 mars 1841. L'âge minimum pour travailler est fixé à 8 ans dans les entreprises de plus de 20 salariés et la journée de travail est limitée à 8 heures pour les 8-12 ans. Depuis, parmi les grandes dates, on peut retenir aussi, en 1910, la loi instituant le Code du travail, 1936, les accords de Matignon avec la semaine de 40 heures et les congés payés. Alors il y a la sécurité sociale, qui prend sa forme après la Seconde Guerre mondiale, mais qui n'est pas qu'une assurance. Si on décide qu'à partir de 62 ans, vous ne devez plus travailler, c'est pas simplement une assurance, c'est que politiquement, collectivement, nous avons décidé qu'à partir d'un certain moment, il y a autre chose qui doit prendre place, qui n'est plus du travail, on doit s'adonner à d'autres activités. C'est la même chose pour les allocations de chômage, qui ne sont pas simplement un revenu de remplacement, c'est aussi une manière de définir quels emplois peuvent être acceptés ou pas, puisqu'il va redéfinir les rapports de force dans la société. Si vous n'avez pas d'allocation de chômage, vous allez potentiellement accepter des boulots beaucoup moins bien rémunérés, avec des conditions moins favorables. Le deuxième pilier, c'est donc la sécurité sociale. La première pierre en France, c'est l'adoption en 1898 d'une loi assurant la réparation des accidents de travail. Mais c'est en 1945 qu'est créée la sécurité sociale telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui organise la solidarité entre travailleurs et permet de payer ceux qui ne peuvent pas travailler, à savoir les malades, les chômeurs et les retraités. Et puis, il y a quelque chose que je pense est un peu plus fondamental, c'est une manière aussi de réfléchir aux besoins, de politiser les besoins. C'est-à-dire, en gros, deux modalités au travers desquelles on peut réfléchir aux besoins. La première, c'est en faire une affaire privée. J'ai de l'argent et je décide d'acheter ce dont je pense avoir besoin et c'est l'affaire de chacun. On donne à chacun un montant de revenus et puis chacun décide sur le marché d'acheter tout ce qu'il considère comme nécessaire à sa reproduction matérielle. L'autre version, c'est de dire, eh bien c'est aussi une affaire démocratique et on doit en discuter collectivement. Si on socialise une partie des revenus, que va-t-on faire de ces revenus? C'est un enjeu démocratique. Et donc la société dans son ensemble va définir, par exemple, que la santé est un besoin collectif et qu'elle doit désormais faire l'objet d'une institution qui ne sera pas soumise aux règles du marché. Et donc cette question de faire des besoins aussi un enjeu démocratique, je pense, est une innovation assez importante au XXe siècle sur la manière dont on pense la pauvreté, les inégalités, et d'y répondre collectivement plutôt qu'individuellement. Et d'y répondre donc non pas de manière monétaire, mais en donnant des droits et un accès à des services publics. C'est ça. Et alors la troisième branche, c'est bien sûr les services publics qui vont nécessairement nous octroyer l'accès à un certain nombre de services, ou un certain nombre de biens, encore une fois, indépendamment de notre accès au marché ou à l'argent. Et donc enfin le troisième pilier, c'est la notion de service public, le fait de produire des services non marchands, comme des écoles et des hôpitaux publics, qui bien sûr ont un coût élevé, mais qu'on va décider de financer collectivement à travers l'impôt. Et notre État social s'est donc construit sur ces trois piliers, et encore aujourd'hui, ce système contribue largement à réduire les inégalités.